Un policier gifle un adolescent noir au tribunal, puis son père, agent du FBI, entre. Les néons du palais de justice du comté de Westbridge vacillaient légèrement, bourdonnant au-dessus de sa tête comme des insectes agités piégés derrière des panneaux de plastique. L'air à l'intérieur était vicié, un léger bourdonnement de désespoir recyclé épaississant les murs, comme si des années de cris étouffés et de prières murmurées s'étaient infiltrées jusque dans les fondations. Il était 8h12 lorsque Caleb Jennings, 16 ans, fut escorté par 2 adjoints au visage impassible, les poignets liés par des menottes métalliques éraflées. Son expression restait indéchiffrable, gravée dans une immobilité stoïque, comme si le moindre tressaillement d'émotion pouvait trahir une faiblesse qu'il ne pouvait plus se permettre. Il marchait d'un pas lent et posé, ses baskets presque silencieuses sur le carrelage, les yeux fixés sur un point juste au-dessus du banc, le plus éloigné, quelque part près du laiton terne de la plaque signalétique du juge. Il ne regarda pas les journalistes rassemblés dehors, dont les flashs jaillissaient derrière la vitre comme des éclairs lointains. Ils criaient l'un sur l'autre, avides d'une petite phrase, d'une larme, d'un faux pas. Mais Caleb ne leur accorda aucun regard, pas même un regard. Il ne regarda pas l'huissier qui lui tenait la porte, ni la greffière qui leva à peine les yeux de son téléphone. Et il ne prêta certainement pas attention au vieil homme assis tranquillement au premier rang, les mains crispées sur une casquette militaire vert olive délavée, dont les coutures étaient usées, presque élimées. L'homme était assis droit comme un piquet, non pas par posture, mais par souvenir, le visage solennel et indéchiffrable, les yeux rivés sur le garçon qu'on conduisait comme un prisonnier de guerre. Caleb portait un sweat à capuche gris, uni sur une chemise blanche froissée, un pantalon de la cour trop large à la taille, et l'air de quelqu'un qui avait déjà perdu plus qu'il n'aurait dû. Le sweat à capuche avait un ourlet effiloché près du poignet, un détail passé inaperçu pour la plupart, mais Caleb savait exactement quand la déchirure s'était produite. 2 semaines auparavant. Sur le parking du centre de détention pour mineurs, alors qu'il tentait de protéger Marcus du trottoir pendant une crise, le garçon s'était débattu, confus, ses ongles s'accrochant aveuglément, et Caleb l'avait maintenu au sol, murmurant son nom encore et encore jusqu'à l'arrivée des secours. Ce moment ne figurait nulle part dans le procès-verbal. Ce moment, comme tant d'autres, avait été effacé. Des murmures se répandirent comme un nuage d'orage dans la salle d'audience, tandis qu'il s'approchait de la table des accusés. Des femmes en blazer serraient plus fort leurs sacs. Des hommes au col raide se penchaient pour murmurer à l'oreille. Quelque part au fond, un stylo cliquetait nerveusement, un rythme saccadé de tension. Caleb ne broncha pas. Il s'assit lentement à côté de son avocat commis d'office, un homme nerveux au regard fatigué et à l'air désolé, Brent Holloway. L'avocat lança à peine un regard à Caleb, fouillant dans un dossier en papier Kraft, comme si la réponse à cette tragédie se trouvait quelque part entre des déclarations sous serment mal photocopiées et des rapports de police manquants. Holloway était un homme de niveau intermédiaire, nommé par le tribunal, et douloureusement conscient de ses limites. Sa voix manquait d'autorité, et ses requêtes, bien que déposées dans les délais, étaient défendues sans conviction. Mais ce n'était pas un homme mauvais, juste un homme usé, un rouage dans une machine qui avait depuis longtemps décidé de sa direction. Il connaissait le nom de tous les juges de ce circuit, y compris celui devant lequel il siégeait maintenant, le juge Milton Castor. Castor était une institution vieillissante du comté de Westbridge, présidant ce tribunal pendant près de 3 décennies, avec l'attitude d'un homme qui croyait que l'ordre primait sur la justice. Son marteau était son dieu, sa salle d'audience, une chaire, et son parti pris, désormais effacé, s'était figé au fil du temps jusqu'à devenir presque cérémoniel. Le juge Castor sortit de la salle à 8h30 précises, drapé dans sa robe noire tel un linceul funéraire. Ses cheveux blancs étaient lissés en arrière, légèrement brillants,
et son regard scrutait la salle d'audience avec le dédain d'un monarque observant un royaume qu'il ne respectait plus. Il ne jeta qu'un seul coup d'œil à Caleb, un bref regard mesuré avant de faire signe à la cour de se lever. Sa voix, sèche et froide, transperça la salle comme du verre fragile. Caleb resta immobile tandis que les formalités s'éternisaient. Les chefs d'accusation furent lus à voix haute, agression aggravée, incitation à l'émeute, résistance à l'arrestation. Des accusations empilées comme des briques dans un mur que personne ne s'attendait à ce qu'il escalade. L'incident, tel que décrit par l'accusation, dépeint Caleb comme l'organisateur d'une prétendue troupe violente devant le centre commercial UP River Point, un lieu fréquenté par les familles les plus riches de la ville et gardé comme un coffre-fort. Ils affirmaient que Caleb avait mené un groupe d'adolescents dans une confrontation avec la sécurité du centre commercial, causant des dommages matériels et mettant des vies en danger. Ils le qualifiaient de menace, de danger, de récidiviste, bien que son casier judiciaire ne contienne rien de plus grave qu'une exclusion scolaire pour avoir refusé d'enlever un sweat à capuche en classe. Ce que le public ignorait, ce que le juge avait jugé irrecevable lors de la mise en état, c'est que Caleb n'avait rien orchestré. Il était venu au centre commercial parce que Marcus, son meilleur ami depuis le 100e premier, le lui avait demandé. Marcus souffrait d'une crise d'épilepsie, une épilepsie myoclonique juvénile, et il en avait senti les premiers signes, comme toujours, étourdissement, vision étroite, mots qui lui échappaient. Il avait envoyé un simple SMS à Caleb, à l'aide. Caleb l'avait trouvé affalé près du bureau de sécurité, tremblant et désorienté. Un petit attroupement s'était formé. Les agents de sécurité avaient paniqué. Caleb avait tenté de s'expliquer. Il avait tenté de les faire reculer, de laisser Marcus tranquille. Mais tout ce qu'ils avaient vu, c'était un jeune adolescent noir élever la voix. Les images de la caméra piéton de l'un des agents intervenus, celle qui avait filmé Caleb accroupi au-dessus de Marcus, les bras tendus, n'ont jamais été retenues comme preuve. Entre le rapport initial et l'audience, le dossier avait été perdu à cause d'une erreur de stockage. L'enregistrement audio d'un témoin qui avait corroboré la version de Caleb avait été qualifié de « corrompu ». Plusieurs témoins qui avaient accepté de témoigner pour la défense s'étaient rétractés subitement, invoquant des obligations professionnelles ou des doutes. Des rumeurs de pression discrète circulaient, mais personne ne les exprimait à voix haute. Ce n'était pas nécessaire. Tout le monde comprenait comment les choses se passaient. Le palais de justice fonctionnait comme une machine aux rouages invisibles, huissiers, greffiers, sténographes, tous rythmés par un rythme trop rodé pour être perturbés. Les témoignages se réduisaient à la performance, les preuves à la suggestion, la justice à la cérémonie. Le procureur, Darren Blake, se leva avec assurance, son costume bleu marine impeccable, sa cravate parfaitement nouée à la Windsor. Il était plus jeune que prévu, mais il se tenait comme un homme qui avait déjà tracé son héritage. Il ne regarda pas Caleb en parlant, mais le jury, 12 citoyens soigneusement sélectionnés, pour la plupart âgés, aucun noir. Blake parla de troubles civils. Il fit référence à des incidents survenus dans des villes lointaines. Il dépeignit Caleb comme un symbole de l'agressivité juvénile, un autre visage dans une vague croissante de perturbations urbaines. Sa voix était douce, rodée, polie par l'ambition. Il n'y avait aucune empathie dans sa voix, seulement du calcul. Caleb écoutait en silence, les épaules immobiles, la mâchoire serrée. Il avait appris depuis longtemps que tout ce qu'il disait pouvait et allait se retourner contre lui. Le monde n'entendait pas les garçons comme lui lorsqu'ils parlaient. Ils entendirent le danger, la défiance, la culpabilité. Au fil de la matinée, Brent Holloway émit quelques faibles objections. L'une d'elles fut rejetée avant même qu'il ait fini de parler. Une autre fut accueillie avec un soupir par le juge Castor, qui semblait perpétuellement gêné par toute contestation de l'accusation. Holloway se pencha vers Caleb, murmurant quelque chose à voix basse, mais Caleb ne répondit pas.
Son regard se porta vers le devant de la salle d'audience, où le vieil homme à la casquette militaire était toujours assis, immobile. La casquette portait l'insigne de la 92e division d'infanterie, une unité entièrement noire de la Seconde Guerre mondiale. Le grand-père de Caleb lui avait raconté des histoires à leur sujet. Comment ils avaient combattu non seulement des ennemis à l'étranger, mais aussi la discrimination dans leur pays. L'homme qui la portait maintenant semblait avoir vécu les deux. Personne ne remarqua l'ouverture douce des portes du fond de la salle d'audience vers midi. Un homme simple entra, vêtu d'un manteau trop grand qui lui enveloppait la silhouette et d'une casquette basse qui lui cachait le visage. Il se déplaça lentement, posément, son regard balayant la salle avant de se poser sur Caleb. Il prit place au dernier rang, près de l'allée, inaperçu de la plupart, un simple corps silencieux dans une salle où les apparences mentent souvent. Mais sa présence était pesante, pas bruyante, pas évidente, juste pesante, comme si une partie de la salle se penchait légèrement dans sa direction. Il ne bougea pas, il ne silla pas beaucoup, il se contenta d'observer. Le procès se poursuivit, les voix s'élevant et retombant comme une tempête lointaine. Mais pour ce garçon au sweat à capuche gris et pour l'homme qui venait d'arriver, quelque chose avait bougé. Les engrenages tournaient toujours, la machine ronronnait toujours. Mais quelque part en dessous, quelque chose attendait, silencieux, immobile, observant. 2 semaines avant l'arrestation de Caleb, un rapport interne classifié avait été remis au département de police de Westbridge. Complet, accablant par ses détails, il était impossible de l'ignorer, sauf intention délibérée. Le rapport citait des noms, mentionnait des numéros de badge et relatait une tendance inquiétante à l'arrestation illégale, à l'intimidation et à l'escalade de la violence. Le point commun était l'origine ethnique. Les victimes étaient presque toutes des adolescents issus de minorités, la plupart noirs, et l'agent le plus souvent cité était Troy Kearns, celui-là même qui était maintenant assis, l'air suffisant, à la table des témoins du procureur, les épaules carrées, les lèvres retroussées en un léger sourire narquois. Il paraissait bien trop à l'aise pour quelqu'un qui aurait dû faire l'objet d'une enquête. L'auteur du rapport? L'agent Jonathan Jennings, un agent de contre-espionnage décoré comptant 20 ans d'expérience au sein du FBI, un homme dont la réputation d'intégrité n'avait d'égal que son habileté à démanteler les réseaux d'espionnage étrangers. Ce que la plupart des personnes présentes dans la salle d'audience ignoraient, et que même le sténographe judiciaire n'avait pas relevé, c'est que Jonathan n'était pas seulement un agent du gouvernement, il était le père de Caleb. Jonathan avait suivi le protocole. Il avait soumis le rapport par les voies appropriées, espérant que la gravité des preuves le forcerait à agir. Mais en moins de 48 heures, le dossier avait été enterré, ni expurgé, ni contesté, simplement effacé. Plus tard, des rumeurs allaient circuler selon lesquelles une personne haut placée, quelqu'un ayant des liens avec le juge Castor et le procureur Blake, était intervenu. Un nom émergea dans l'ombre du silence de Jonathan, le gouverneur Marlin Avery, un allié politique de longue date de Castor, connu pour favoriser des agents comme Kearns au nom de la loi et l'ordre. 2 jours après la disparition du rapport, Jonathan disparut également. Officiellement, il fut suspendu dans l'attente d'une enquête interne, mais il n'y eut pas d'enquête, pas d'appel téléphonique, pas de communiqué de presse. Il s'était simplement retiré du bureau, du monde, de Caleb. Quand amis et collègues le contactaient, il donnait systématiquement la même réponse, une phrase éculée qui avait plus de poids qu'une explication. Parler était dangereux. Et maintenant, ils étaient là. Dans la salle d'audience 3B, le procès s'éternisait comme une exécution au ralenti. Le genre d'exécution où tout le monde connaissait la fin mais restait quand même pour regarder, chaque scène étant plus grotesque que la précédente. Caleb était assis, raide, à la table de la défense, les épaules tendues, le regard lourd d'insomnie et de retenue. Son avocat, Brent Halvorsen, luttait avec un désespoir silencieux, objectant partout où il le pouvait, réclamant des éclaircissements là où l'accusation semait la confusion.
Mais tous ces efforts étaient balayés par le juge Castor, qui se dressait sur le banc comme un homme offensé par la notion même de défense. Les témoins de l'accusation entraient en traînant les pieds, les uns après les autres, tous plus aseptisés les uns que les autres. Leurs paroles étaient toutes prêtes. Souvenirs vagues, phrases creuses, gestes mécaniques. Aucun n'avait vu Caleb commencer quoi que ce soit. Personne ne se souvenait l'avoir entendu crier, se balancer, ni même élever la voix. Mais lorsqu'on les a interrogés, tous semblèrent d'accord. Il avait été agressif. Il avait semblé menaçant. Une femme serrant un peu plus fort son sac à main en témoignant a admis qu'elle se sentait en danger, simplement à cause de son apparence. Puis est arrivé l'agent Kearns. Il entra d'un pas lent et assuré, confiant non seulement dans son histoire, mais aussi dans son isolement. Il monta à la barre et se lança dans un récit bien rodé, décrivant Caleb comme peu coopératif, belliqueux, hostile dès le premier contact. Il affirma que Caleb avait refusé d'obtempérer, qu'il avait tenté de fuir, qu'il avait même attrapé quelque chose à sa ceinture. Brent protesta à chaque fois. Il demanda des images de caméras corporelles. Il souleva des incohérences. Mais le juge le rejeta d'un ton froid et robotique qui semblait gravé dans le granit bien avant le début du procès. Caleb resta assis en silence, la mâchoire serrée, les mains fermement posées sur ses genoux. Il avait été prévenu. Son avocat s'était penché vers lui avant le début du procès, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, et lui avait dit la vérité. Tout ce que vous direz, même au tribunal, sera retenu contre vous. Vous n'êtes pas la victime ici, du moins pas à leurs yeux. Alors Caleb ne dit rien. Il resta assis et endura. Mais alors, pendant le contre-interrogatoire, quelque chose se brisa. Ce n'était pas fort, ce n'était pas évident, juste un ricanement, à peine plus qu'un souffle. Un petit son involontaire qui s'échappa des lèvres de Caleb, tandis que Kearns se contredisait pour la 3e fois, affirmant que Caleb s'était jeté sur lui malgré l'absence de blessures physiques, l'absence de témoins oculaires pour corroborer ses dires, l'absence d'images de surveillance pour étayer ses dires. Kearns se retourna, lentement, tel un prédateur attiré par un bruit qu'il ne pouvait ignorer. Ses yeux se fixèrent sur Caleb, se rétrécissant en un regard qui semblait dévorer. « Qu'est-ce que c'est, connard ?» Sa voix fendit l'air comme un fouet. Caleb leva les yeux, d'une voix douce, presque désolée. Il n'avait pas l'intention de parler. « Je n'ai rien dit. » Ce qui se passa ensuite se déroula si vite que la plupart des personnes présentes ne le remarquèrent pas en temps réel. Kearns s'écarta de la barre sans permission, se déplaçant à une vitesse qui trahissait sa corpulence. En 3 enjambées, il traversa la salle d'audience, son bras droit balançant violemment dans les airs avant que quiconque puisse réagir. Le son était sec, network final. La tête de Caleb bascula brusquement. Une traînée de sang coulait de sa lèvre fendue. Il ne créa pas, il ne bougea pas. Il cligna juste des yeux, lentement, comme quelqu'un essayant de se réveiller d'un rêve qu'il ne pouvait plus contrôler. La salle explosa. Les spectateurs haltèrent. Un huissier fit un pas en avant, puis hésita. Certains se levèrent, hésitant entre intervenir et partir. Brent cria, sa chaise raclant violemment, mais sa voix était noyée dans le chaos. Même le juge Castor, qui avait statué dans un silence de fer jusque-là, parut pris au dépourvu. Sa bouche se contracta, ses doigts agrippèrent le marteau, mais il ne s'en servit pas. Il ne dit pas un mot. Puis, au fond de la salle d'audience, les portes s'ouvrirent avec un craquement tonitruant. Un homme grand et large d'épaules entra, son manteau flottant derrière lui comme la dernière page d'un mémoire de guerre. Il ne créa pas. Il ne menaça pas. Il leva simplement un badge, le sceau doré scintillant sous les lumières de la salle d'audience. Agent Jonathan Jennings, FBI. La salle tomba dans un silence instantané, comme si l'air était aspiré des poumons de tous. Sa voix était calme, d'un calme mortel, un calme qui lui venait de la connaissance du poids exact de l'autorité,
de la compréhension du peu qu'il avait à perdre. Il ne regarda pas le juge, il ne salua pas le jury. Son regard était fixé sur Kearns. « Éloignez-vous de mon fils !» Ce n'était pas une demande. Kearns, toujours figé dans son mouvement, recula d'un pas, l'instinct prenant le dessus sur l'ego. Ses yeux cherchèrent à quelqu'un, n'importe qui, pour lui donner la permission de riposter. Mais il n'y avait personne, ni Blake, ni Castor. Même les huissiers n'osèrent bouger. Caleb, hébété et en sang, tourna lentement la tête. Son regard croisa celui de son père. Il ne l'avait pas vu depuis des semaines. Il n'avait pas eu de ses nouvelles. Il commençait à croire qu'il ne reviendrait peut-être plus jamais. Mais Jonathan se tenait là, inébranlable, immobile, le poids de 100 trahisons silencieuses sur ses épaules et une fureur dans la poitrine que même le bureau n'avait pas réussi à contenir. L'espace d'un instant, le temps s'étira, tremblant au bord de l'irréversible. Et tous dans la salle d'audience, officiers, juges, jurys et spectateurs, le sentirent. Quelque chose avait changé, quelque chose allait arriver. La salle d'audience sombra dans le chaos, tel un barrage craquant sous la pression. Pendant un bref instant, un silence de mort, étrange, régna, tandis que la voix de Jennings transperçait l'air dense. Puis, dans une vague d'incrédulité et de choc, tout s'écroula. Les journalistes, affalés sur leurs sièges quelques instants plus tôt, griffonnant des notes hésitantes ou parcourant distraitement leur téléphone, reprirent vie. Les obturateurs des appareils photo claquèrent comme une nuée d'insectes furieux. Les huissiers de justice se précipitèrent, hésitant entre intervenir et témoigner. Les murmures se transformèrent en cris. Tout le monde bougeait, parlait, se rapprochait, avide de voir les conséquences de la scène. Le juge Castor frappa de son marteau, la voix brisée, exigeant le calme. Mais ses paroles furent étouffées par la vague d'agitation grandissante. Jennings ignora le bruit. Son attention était entièrement portée sur son fils. Il tomba à genoux près de Caleb, assis, tremblant, le sang de sa lèvre fendue séchant déjà au bord de son menton. Jennings tendit la main, les doigts fermes malgré la tempête intérieure, et repoussa doucement les cheveux du garçon avec la même tendresse discrète qu'il avait lorsque Caleb s'endormait sur la banquette arrière après l'entraînement de foot. Les yeux de Caleb, écarquillés et vitreux, mêlés de douleur et de confusion, scrutèrent le visage de son père. Il n'y eut pas de mots, juste un échange profond et muet, un échange qui indiquait à Caleb qu'il n'était plus seul. Jennings se leva lentement. Son dos se redressa. Sa voix, basse mais perçante, traça la folie comme un rasoir dans la soie. Il se tourna vers le banc et dit ce qui couvait depuis des semaines, des années même. Ce tribunal était une honte. Son ton était sans faille. Il déclara clairement qu'il avait déposé un rapport fédéral pour mauvaise conduite sur l'agent Kearns 2 semaines auparavant, nommant chaque infraction, chaque incident de force excessive, enfoui sous la paperasse et le silence. Le rapport avait disparu, mais il avait les renforts. Et surtout, il avait les images de surveillance, celles que le tribunal avait affirmé avoir été perdues à cause d'un problème technique. Ces images prouvaient l'innocence de Caleb, image par image. La salle d'audience entière sembla marquer une pause, l'espace d'une seconde, tandis que le poids de ces mots planait dans l'air. Le juge Castor cligna lentement des yeux, la bouche entr'ouverte. Le sang quitta son visage, mais il ne dit rien. De l'autre côté de l'allée, le procureur Blake se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière, s'écrasant au sol. Sa voix était sèche, défensive, mais hésitante, qualifiant l'interruption de très irrégulière. Jennings ne broncha pas. Il fit un pas en avant, sa voix s'élevant non pas en volume, mais en conviction. Ce qui était irrégulier, poursuivit-il, c'était une salle d'audience qui taisait la vérité, supprimait des preuves et permettait à un policier en uniforme d'agresser un mineur en audience publique, sous le regard du juge, sans subir aucune conséquence. La salle d'audience n'avait jamais été aussi vivante, et pourtant, sous la surface, elle pourrissait. Et maintenant, quelqu'un avait levé le voile.
La nouvelle se répandit rapidement. Derrière les murs lambrissés et les couloirs résonnants du palais de justice, la tempête grondait déjà. Dans la résidence du gouverneur, le gouverneur Harlan Wexley, charismatique, prêt pour la caméra, et déjà en train de constituer une équipe de campagne pour sa candidature à la présidence, fut informé dans l'heure. Le nom de Jennings résonnait comme une menace. Wexley avait travaillé main dans la main avec le juge Castor et le procureur Blake pendant des années. La réapparition de Jennings, surtout enregistrée, pourrait faire voler en éclats tout ce qu'ils avaient tenté de contenir. Le visage de Wexley se durcit. Il ne s'agissait pas seulement d'un agent indélicat qui s'exprimait, mais d'un cauchemar politique en devenir. Un lanceur d'alerte du FBI lié à une condamnation injustifiée, un tribunal corrompu et un adolescent noir. Cela dominerait tous les cycles de l'actualité. Cela le suivrait à chaque étape de sa campagne. Cela pourrait le tuer. En quelques minutes, la machine à limiter les dégâts s'est mise en marche. Les agents des affaires internes ont reçu l'ordre discret d'arrêter Jennings pour obstruction. Des accusations montaient de toutes pièces. L'accusation était que Jennings avait interféré avec une enquête en cours, dissimulé des preuves et violé le protocole fédéral. Les médias qui ignoraient jusque-là le procès étaient désormais inondés d'un nouveau titre. Un agent du FBI perturbe un procès local. Des articles ont été rédigés. Des sources anonymes, fabriquées ou obtenues sous la contrainte, ont été insérées pour dépeindre Jennings comme instable, mécontent, potentiellement dangereux. Mais Jennings n'a pas été pris au dépourvu. Il s'attendait au contre-coup. Il l'avait anticipé. Il avait passé des semaines à compiler les preuves, à crypter les fichiers et à tout organiser en une forteresse numérique. Images de surveillance, notes de service, rapports manquants, transcription des témoignages et même les courriels internes entre le bureau de Blake et le commissariat local, il avait tout. Chaque élément avait été téléchargé sur un serveur cloud sécurisé avec des dispositifs de sécurité. Il n'a pas conservé les identifiants. Au lieu de cela, il confia la tâche à quelqu'un dont toute la carrière avait été bâtie sur l'affrontement de Goliath, Marshall Cade. Cade n'avait qu'une trentaine d'années, mais il s'était déjà forgé une réputation d'avocat des droits civiques inflexible. Il ne prenait pas de dossiers pour l'influence ou la presse. Il les prenait parce qu'ils comptaient. Lorsque Jennings l'avait contacté quelques semaines plus tôt, Cade l'avait écouté. Et maintenant, il agissait. Alors que les policiers encerclaient la salle d'audience, se rapprochant de Jennings sous couvert de protocole, Cade entra dans le palais de justice par une entrée latérale, déposant déjà une requête auprès du greffe fédéral. Transfert de compétences d'urgence, invoquant une faute judiciaire, suppression de preuves, obstruction à la justice et violation des règles de procédure. Il ne demandait rien. Il invoquait la surveillance fédérale. Alors que Jennings était discrètement escorté, menotté sous le regard méfiant des agents de sécurité du palais de justice, il garda le regard fixe. Caleb, toujours assis, la lèvre tachée de sang séché, regardait son père passer devant lui. Jennings lui fit un signe de tête, non pas pour lui dire au revoir, mais pour l'assurer. C'était loin d'être terminé. Dans la frénésie qui suivit, Caleb fut également expulsé de la salle d'audience. On prétendit que c'était pour sa protection, invoquant l'agression précédente de l'agent Kearns. En réalité, il s'agissait de l'isoler, de contrôler la narration. Mais alors même qu'on le conduisait dans le couloir vers une salle de détention, Caleb sentit que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, il ne se noyait pas seul. La bataille avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de prouver l'innocence de Caleb. Il s'agissait de chaque adolescent dont l'histoire n'avait jamais été publiée, de chaque famille à qui on avait dit de tourner la page, de cesser de poser des questions, de chaque nom enseveli sous le poids d'un système conçu non pas pour protéger mais pour contrôler. Et Jennings, bien que désormais confiné dans sa propre cellule, n'était pas réduit au silence. Sa voix était plus forte que jamais, portée par les mains de Cade, les rugissements de la foule et la trace numérique indélébile. Le combat ne faisait que commencer.
L'audience finale se déroula sous haute sécurité fédérale, avec des agents armés postés à chaque entrée du palais de justice du centre-ville. Le sol de marbre de l'atrium résonnait sous les pas des journalistes, des assistants juridiques et des manifestants silencieux autorisés à franchir les barricades. L'air était chargé d'une tension si intense qu'on en goûtait. Colère, épuisement, espoir. Ce n'était pas une simple audience de plus, c'était le jugement. Dans la salle d'audience 9B, Caleb Jennings était assis, immobile, les mains jointes sur les genoux. À ses côtés se trouvait son père, Charles Jennings, dont le calme masquait la tempête qu'il avait traversée. De l'autre, Marshall Cade, assis bien droit, les yeux rivés sur le banc du juge, la mâchoire serrée comme s'il retenait le souffle d'une ville entière. Le poids de tout, les menaces, les retards, les mensonges, pesait lourd entre eux. Il n'y avait aucune trace du procureur Blake. Son siège était vide, comme s'il était encore gêné par son ancien occupant. Sa démission, sous la pression du ministère de la Justice et d'un public en colère, datait de 3 jours. Il n'avait laissé aucune déclaration, aucune excuse. Juste une sortie discrète, dissimulée entre les gros titres de courriels fuités et les preuves de plus en plus nombreuses de fautes professionnelles du procureur. Le juge Castor, le président initial, avait également disparu de la salle, invoquant des problèmes de santé dans une note manuscrite tremblante remise au greffier. La rumeur courait qu'il était désormais reclus quelque part dans les Rocheuses, injoignable par téléphone ou par assignation à comparaître. L'agent Travis Kearns, dont le visage avait autrefois envahi les écrans d'information comme symbole de la loi et de l'ordre, vivait désormais dans l'ombre. Dépouillé de son insigne, il avait été placé en congé sans solde dans l'attente d'une enquête fédérale sur les droits civiques. Son nom, autrefois respecté dans le comté de Westbridge, suscitait désormais huées et menaces de mort. Il ne se montrait plus en public. Pourtant, la victoire qui les avait menés ici n'était pas sans tache, et tout le monde le savait. Le gouverneur Wexley avait brûlé son dernier capital politique dans une tentative désespérée de bloquer les procédures. Il avait sollicité les faveurs d'anciens collègues, exercé une pression sur les juges, menacé les médias à huis clos. Alors même que la vérité enflait dans la conscience publique, il tentait de la contenir, tentait de la réécrire. Mais le barrage avait déjà cédé. Les menaces anonymes envoyées au bureau de Cade, au domicile de Charles Jennings et même à l'école de Caleb n'avaient fait qu'attiser l'indignation grandissante. Plus personne ne broncha. La peur était devenue familière et survivable. Dehors, des manifestants s'alignaient sur les marches du palais de justice. Des pancartes faites main flottaient au vent. « Justice pour Caleb !»« Fini les dissimulations !»« Nous observons !» Ils étaient arrivés par vagues, membres du clergé, étudiants, vétérans, mères avec poussettes, voisins qui avaient autrefois détourné le regard. À l'intérieur, les réseaux sociaux diffusaient des mises à jour en direct. Les hashtags étaient devenus tendance. Les commentateurs nationaux tournaient autour de l'affaire comme des vautours, mais les personnes les plus proches de l'affaire agissaient avec une détermination tranquille. Pas de spectacle, juste la vérité. Lorsque la nouvelle juge fédérale entra, une femme sévère aux cheveux gris-sel, nommée par le ministère de la Justice et arrivée d'un autre État, un silence pesant s'abattit sur la salle. Sa réputation la précédait, inébranlable, peu impressionnée par le théâtre, et connue pour son intolérance à la corruption judiciaire. Elle ajusta ses lunettes, scrutant la salle d'audience du regard, comme pour lire la tension inexprimée gravée sur chaque visage. Lorsqu'elle fit signe que la procédure commença, personne n'osa détourner le regard. Cade se leva lentement, ignorant les caméras, les murmures, le bruit extérieur. Sa voix ne s'éleva pas. Elle n'en avait pas besoin. Au contraire, elle trancha le silence comme une lame d'os et de feu. Il déclara que le tribunal avait laissé tomber Caleb Jennings, non pas par incompétence, mais par corruption, non pas par ignorance, mais par peur. Les hommes au pouvoir... La juge resta silencieuse au début. Puis elle se tourna vers l'écran où allaient être projetées les preuves, des images capturées par des caméras de sécurité, des passants, des téléphones qui avaient été un jour jugés
non fiable par le tribunal. Les images recommencèrent, désormais authentifiées et scellées par des techniciens fédéraux. Caleb se tenait près de la cage d'escalier, protégeant son ami Marcus. Kern surgissait, le regard rageur. Caleb leva les mains, paumes ouvertes, sans armes, sans agressivité. Kern l'agrippa, le plaqua violemment contre le mur. Le bruit sourd d'un crâne contre une cloison sèche, un halètement hors champ. L'instant qui aurait dû se terminer par la compréhension, et non par la brutalité. Tous les yeux dans la salle restèrent rivés sur l'écran, mais Caleb fixait le sol. Il l'avait vu trop de fois. Chaque rediffusion n'était pas qu'un souvenir, c'était une blessure qui se rouvrait. Il n'avait pas besoin de la revoir pour connaître l'effet qu'elle avait eu. Lorsque la vidéo se termina, le silence persista. Même les journalistes ne murmurèrent pas. La juge baissa ses lunettes et regarda Caleb, puis Cade, puis le siège vide autrefois réservé au procureur Blake. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était mesurée, mais suffisamment aiguë pour transpercer les murs du palais de justice et atteindre le cœur du comté de Westbridge. Toutes les accusations contre Caleb Jennings avaient été rejetées avec préjudice. Ces mots résonnaient avec certitude. Il n'y aurait pas de nouveau procès, pas d'échappatoire, aucune chance pour l'État de revenir en arrière. Caleb était libre. Mais elle ne s'arrêta pas là. Le tribunal, déclara-t-elle, recommandait officiellement une enquête fédérale complète sur les systèmes judiciaires et policiers du comté de Westbridge. Sa décision serait transmise au procureur général des États-Unis. Les noms seraient cités. Les dossiers rendus publics. Le système qui avait permis cela allait maintenant être scruté à la loupe. Des exclamations de surprise parcoururent la salle d'audience. Les journalistes s'empressèrent d'accélérer le rythme. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Mais Caleb ne réagit pas. Il se tourna simplement vers son père, et d'une voix si douce qu'elle dépassa à peine leur banc, il demanda s'il l'avait trouvé. Charles Jennings, un homme qui avait passé des mois à fouiller dans les dossiers, à réclamer des faveurs, à frapper aux portes qui lui claquaient au nez, hocha la tête une fois. Il dit à son fils qu'il ne cessait de chercher. Ils restèrent debout, lentement, ensemble. Aucune acclamation n'éclata. Personne n'applaudit. La gravité du moment exigeait le respect, pas les applaudissements. Tandis qu'ils se dirigèrent vers la sortie, les mains toujours jointes, la salle d'audience semblait respirer. Chaque pancarte de protestation, chaque prière murmurée, chaque nuit blanche avait conduit à cette marche. Simple, régulière, indifférente à la foule qui se formait derrière eux. Devant les portes de la salle d'audience, la presse se rapprochait comme une marée montante. Les microphones jaillissaient, les questions ricochaient. Comment te sens-tu? Quelle est la suite? Leur pardonnes-tu? Mais Caleb continua d'avancer. Son père à ses côtés, Cade quelques pas en arrière, son téléphone bourdonnant sans fin dans sa poche. Ils ne s'arrêtèrent ni devant les caméras, ni devant les gros titres. Parce que Caleb n'avait plus rien à prouver. Pour la première fois depuis des mois, il était libre. Non seulement de sa cellule, mais aussi des mensonges que d'autres avaient proférés à son sujet. Du poids d'un système qui tentait de l'effacer. Et quelque part derrière lui, enfoui au plus profond des murs de ce tribunal, les rouages rouillés d'une machine corrompue se mirent à trembler, à grincer et à caler. Le silence qu'ils exigeaient autrefois était brisé et plus rien ne fonctionnerait comme avant.